Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélana-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 17 au 23 juillet. Le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs avise la population qu'il a convenu avec la ville de Sainte-Agathe-des-Monts d'interdire l'accès à la plage Tessier en raison d'une contamination bactériologique élevée. L'analyse des prélèvements effectuée le 11 juillet dernier a démontré que les eaux de baignade de cette plage n'étaient pas conformes aux normes de qualité bactériologique établies par le ministère. En conséquence, la population doit s'abstenir de la fréquenter à des fins de baignade tant qu'un avis contraire n'aura pas été diffusé par le ministère. Les citoyens peuvent avoir accès à d'autres plages participant au programme Environnement Plage jusqu'à la réouverture de la plage. Rappelons que pour connaître la qualité bactériologique des eaux de baignade des plages participant au programme Environnement Plage, il suffit de consulter le site web du ministère. Vous pouvez aussi vous adresser du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 à la direction régionale du contrôle environnemental concerné. C'est le mois dernier que le directeur du service de sécurité publique et incendie Saint-Sauveur-Piémont, M. Gérald Plante, a passé le flambeau à son successeur, M. Alain Grégoire. Il demeurera à l'emploi de la Ville à titre de coordonnateur de la sécurité publique et civile, et ce, jusqu'à son éventuel départ à la retraite. Afin de souligner la dernière journée en poste de M. Plante, collègues et familles se sont réunis en grand nombre sur le site de la caserne de Saint-Sauveur. Ce rassemblement a donné lieu à des moments émouvants, notamment la remise d'un cadre hommage illustrant les périodes charnières de sa carrière, ainsi que le développement d'un fanion faisant état de ses 36 années de service au sein de la ville de Saint-Sauveur. M. Plante a joint les rangs du service de sécurité publique et incendie Saint-Sauveur-Piémont en janvier 1987 en tant que pompier à temps partiel. Il a été promu capitaine 11 ans plus tard. Depuis 2002, il occupait la fonction de directeur de ce service. Comme le souligne le maire de la ville, M. Jacques Gariepi, sous la gouverne de M. Plante, le service a pris une expansion significative, notamment grâce à l'implantation d'un service de premiers répondants et le déploiement de services spécialisés tels que le sauvetage nautique et le sauvetage en hauteur. Il a aussi su faire connaître le service de sécurité publique et incendie Saint-Sauveur-Piémont comme étant l'un des meilleurs services d'incendie à temps partiel au Québec, et ce, tant au niveau du professionnalisme de ses membres et de leur formation que des équipements mis à leur disposition. Le leadership dont il a fait preuve mérite d'être souligné, de même que son parcours exemplaire des 36 dernières années. Le conseil municipal joint sa voix à celle de M. Gariepi pour le remercier de sa contribution exceptionnelle et pour lui souhaiter une bonne continuité dans ses nouvelles fonctions. La ville de Saint-Sauveur est devenue la première ville au nord de Mirabel à obtenir sa chaise des générations. C'est lors d'une séance du conseil municipal que des représentants du mouvement Mères au front ainsi que des élèves de l'école de Saint-Sauveur, pavillon de la vallée, sont allés offrir et présenter la chaise des générations qu'ils ont créée. Touché par cette initiative artistique et environnementale, le maire de la ville, M. Jacques Gariepi, a tenu à rencontrer personnellement les deux instigatrices du projet. Il affirme que comme il était absent lors de la remise officielle, il tenait à rencontrer Mme Lisanne Villemur, coordonnatrice du mouvement Mères au front Pays d'en haut, et Mme Rose Lafleur des ateliers Écolo Rose Lafleur, afin de les remercier de cette initiative et réitérer que la chaise occupera une place de choix dans l'hôtel de ville. De plus, celles-ci ont eu l'honneur de signer le livre d'or de la ville afin de souligner leur engagement dans la collectivité en matière environnementale. La chaise des générations, remise à la ville, consistait en un projet artistique mené par Mme Lafleur et réalisé par les élèves de la classe de 5e année de Mme Véronique Simard de l'école de Saint-Sauveur, pavillon de la Vallée. Plus spécifiquement, il s'agissait de revaloriser une chaise antique, d'y apposer les empreintes digitales des élèves et de concevoir une assise au moyen d'un sac rempli d'ordures, et ce, afin de symboliser ce sur quoi les générations futures sont assises. L'objectif ultime de la chaise des générations est de rappeler aux dirigeants et dirigeantes que le futur des enfants se dessine à travers les décisions prises aujourd'hui. Dorénavant, à chaque séance du conseil municipal, la chaise sera disposée dans la salle, bien à la vue des élus, afin qu'ultimement toutes les décisions soient prises en considérant les impacts qu'elles peuvent avoir sur l'environnement et sur l'avenir des enfants. Le projet de la chaise des générations doit son origine à une initiative du maire de la Ville de Québec, M. Bruno Marchand, et a été repris et porté par le mouvement Mères au front, puis par des citoyens engagés issus de partout au Québec.
C'est le mois dernier que le musée du ski des Laurentides a inauguré ses nouveaux locaux au 6 avenue de la Gare dans un bâtiment municipal situé en plein cœur du centre-ville de Saint-Sauveur. L'événement a réuni plus de 130 invités, dont la députée de Prévost, ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la santé, Mme Sonia Bélanger, le président du conseil d'administration du musée, M. Guy Thibodeau, la présidente d'honneur du musée et première médaillée olympique canadienne en ski alpin, Mme Lucy Wheeler-Vaughan, le président de la Chambre de commerce et de tourisme de la vallée du Saint-Sauveur, M. David Dufour, la conseillère municipale de la ville de Saint-Sauveur, Mme Rosa Borregine, ainsi que le maire de la ville de Saint-Sauveur, M. Jacques Gariepi. Stratégiquement localisé à l'angle de l'avenue de la Garde et de la rue principale, le musée du ski des Laurentides a été fondé en 1982 et est une institution muséale agréée par le gouvernement du Québec. Il compte une collection de plus de 7500 artefacts et de 20 fonds d'archives privés. Son nouvel emplacement lui permet de disposer d'une plus grande superficie pour accueillir les visiteurs venus découvrir sa collection permanente intitulée L'histoire du ski des Laurentides, vivre en hiver, de l'hiver et avec l'hiver. Le projet de relocalisation a pu se concrétiser grâce à la contribution et à l'appui financier de plusieurs acteurs, dont la Société d'aide au développement des collectivités des Laurentides, la MRC des Pays-d'en-Haut, ainsi que la Ville de Saint-Sauveur, qui agit à titre de propriétaire et de locataire du bâtiment abritant le musée. D'ailleurs, lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 15 mai, celui-ci a adopté une résolution visant à verser une aide financière de 35 000 $ à l'institution culturelle. À cela s'ajoute un don d'un montant de 10 000 $ qui a été remis par la députée de Prévost lors de l'inauguration du 21 juin. Sonia Bélanger, qui est la députée de Prévost, ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la santé, affirme que grâce au musée du ski, tout au long de l'année, les citoyens participeront à l'immersion dans leur histoire et qu'elle tient à féliciter tous ceux et celles qui participent à sa réalisation. Le maire de la ville de Saint-Sauveur, M. Jacques Gariepi, mentionne que la ville est très fière d'appuyer la mission de cette institution, qui est le musée du ski des Laurentides, et que son nouvel emplacement au cœur même du noyau villageois aura très certainement un impact positif quant à sa visibilité et à son achalandage. Revenez-nous après la pause. Nous sommes maintenant avec M. Pierre Corriveau, qui est président de l'Association des architectes du Québec et qui vient nous parler d'une nouvelle campagne qu'ils ont lancée. Monsieur Corriveau, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien vous-même. Je vais également très bien. Merci d'être parmi nous. Vous nous parlez de Nos espaces de vie, qui est une campagne que vous avez lancée. Pouvez-vous juste, en quelques secondes, nous expliquer de quoi il s'agit globalement, puis ensuite, on va choisir différents éléments un petit peu plus précis, puis on va en discuter. Je vais peut-être vous départ parce que vous m'avez annoncé comme étant de l'Association des architectes, mais en réalité, je suis de l'Ordre des L'Ordre des architectes du Québec. architectes, pardon. Voilà, L'Ordre des c'est architectes. vraiment différent, hein, et parce qu'un ordre professionnel, vous devez le savoir, et a comme mission la protection du public, alors que les associations professionnelles sont des éléments qui vont Mhm. plutôt miser sur la prise en charge des intérêts des individus de la dite profession. Donc, nous, c'est réellement la protection du public Des membres de que l'association, l'on a à exact. cœur et pour que l'on travaille. Effectivement, on a fait une campagne de valorisation qui est en cours actuellement, où on travaille sur la notion de qualité architecturale, sur la raison, où on essaie d'expliquer aux gens en quoi les architectes sont importants dans cette notion de qualité, donner des exemples de cette notion de qualité pour que les gens comprennent un peu quelle est l'importance de l'architecture dans leur histoire de vie et qu'ils puissent prendre en compte pardon, ces éléments-là quand ils font des choix sociaux. On considère que l'architecture est peut-être mal méconnue. On considère que l'architecture a Ouais. intérêt à être mieux connue pour qu'on puisse faire des choix qui sont plus éclairés quand arrive le temps d'investir des sommes faramineuses au niveau de la construction. Et ce que l'on souhaite, c'est que les gens prennent pour habitude d'investir dans la qualité, dans l'intelligence architecturale plutôt que dans du béton, tout simplement. Voilà. Oui, c'est C'est un ça. peu ce que Habituellement, la ce type campagne a de essayé de campagne-là, faire. Oui. c'est ça. Habituellement, ce type de campagne-là naît d'un besoin. Puis est-ce que le besoin auquel vous avez fait face, c'est que le métier d'architecte était sous-apprécié? Parce que vous avez mentionné qu'il était méconnu, mais est-ce que vous Oui. ressentiez également qu'il était peut-être un petit peu sous-apprécié?
En fait, il est peut-être mal aligné dans la perception des gens. Très souvent, on a l'impression que l'architecture, c'est quelque chose d'élitiste, qui s'adresse seulement à des gens bien fortunés, qui ont les moyens de payer pour des architectes ou encore pour des gros monuments, des bibliothèques ou Mhm, C'est vrai qu'on a des assemblées nationales ou des éléments comme ça. C'est vrai qu'on en fait. Hein. C'est pas, et c'est vrai que c'est important de bien les faire, ces projets-là, mais l'architecture mhm, nous touche à tous les coins de rue, à tous les moments de nos vies. Ce matin, quelqu'un me disait, on essayait de faire l'analyse, mais je ne sais pas jusqu'à quel point le chiffre est précis, mais qu'on passait 95% de notre vie à l'intérieur, dans des espaces architecturés, construits. Donc, si on passe 95%, mhm. puis finalement, ça marche peut-être la semaine. La fin de semaine, j'ai l'impression que non, là, mais la Ouais. semaine, c'est à peu près possible. Et ça veut dire que 95% de notre vie, on est dans des espaces qui peuvent être perçus comme des prisons, des boîtes, ou encore des lieux inspirants, puis des lieux qui nous apportent quelque chose. C'est un peu de ça dont on veut parler dans cette campagne-là. Regardez autour de vous, apprenez ce qu'est la qualité, puis apprenez à l'apprécier. C'est ce qu'on souhaite faire. OK, j'aime énormément le fait que vous avez mentionné la qualité. Donc, j'aimerais plonger là-dedans tout de suite, ce qu'est Allons-y. l'architecture de qualité. Oui, on se doute donc que plus on pêche pour un architecte, plus c'est un architecte reconnu et plus son travail va faire en sorte qu'on se sent moins emprisonné dans l'espace qu'il crée. Mais cette architecture Oui. de qualité-là, est-ce que c'est aussi simple que de penser à ce que disait Antonio Gaudí, que dans la nature, il n'y a pas de coin pointu et de ligne droite, donc l'architecture ne doit pas en avoir non plus. Est-ce que c'est tout simplement comme ça qu'on reconnaît une architecture de qualité, que c'est des courbes un petit peu partout? Non, 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 loin de ça. Puis C'est plus il faut compliqué que faire ça, très dans le fond. attention à tout. Oui, là, vous parlez un peu du style du star architecte. Puis Mhm, je respecte beaucoup Antonio Gaudi et toute sa pensée, mais je n'en suis pas nécessairement. Et je vous dirais qu'il faut faire très attention de ne pas tomber dans aucun dogmatisme. Alors, il n'y a pas de définition aussi claire de ce qu'est une bonne architecture. Il y a mhm, plusieurs, et c'est d'ailleurs ce que l'on tente de démontrer dans la campagne. On donne plusieurs exemples de bâtiments qui ont été réalisés les dernières années et qui ne sont pas tous pareils. Il y en a des courbes d'ailleurs et il y en a des carrés, mais il n'y a pas de réponse précise sur la notion de ce qu'est la qualité. Il faut vous savoir que le gouvernement du Québec vient d'émettre une politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire dans laquelle on parle de 11 principes directeurs de ce qui nous permet d'analyser la qualité architecturale. Dans ces principes-là, il y a des choses aussi plates que le respect du budget. Mais il y a aussi les notions d'inclusion. OK. Est-ce que cette qualité s'adresse à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut se l'approprier? Alors ça veut dire tous les budgets, mais ça veut dire aussi toutes les conditions de vie, parce que vous et moi, on a l'air d'être bien portants, mais il y en a d'autres qui ont peut-être un peu moins de chance et qui ont besoin d'une architecture qui s'adresse à eux aussi. On parle des handicapés, mais on peut parler aussi des malvoyants, on peut parler de Mhm, toutes sortes de choses. Et ça fait partie de cette notion de qualité, de pouvoir desservir l'ensemble des populations qu'elles doivent desservir. L'esthétique en est une des facettes de la qualité architecturale, mais aussi la fonctionnalité. La fonctionnalité, c'est comment votre bâtiment peut-il le mieux possible répondre à vos besoins exprimés. Ça veut dire que ça prend une mhm, intelligence architecturale pour faire la mise en plan, pour mettre les fonctions qui ont besoin d'être proches l'une de l'autre, de réussir à les rentrer. Puis très souvent, c'est dans des limites assez précises. Puis vous devez rentrer 4 carrés, mhm. 5 ronds, puis 2 triangles dans un espace qui est gros comme ça et qui est défini à l'avance, qui est le lot ou encore le bâtiment que vous rénovez, que vous réaménagez. Donc, ça prend des gens qui ont l'habitude de jouer avec ces casse-têtes-là parce que c'est un casse-tête et donner une réponse qui est Mhm. adéquate, mais qui n'est pas seulement adéquate fonctionnellement, qui est adéquate au niveau des besoins, au niveau du budget, au niveau de l'échéancier, bien sûr, puis au niveau de cette appropriation et de cette flexibilité, parce qu'on vous donne des budgets, puis on vous donne des projets à faire pour l'instant, mais il faut toujours penser que dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, ce projet, s'il a été conçu pour une fonction trop précise, va avoir de la difficulté à évoluer. Donc, il faut garder à l'esprit que si on veut que ce projet-là soit pérenne, dure longtemps dans le temps, qu'il ait une forme de flexibilité qui va permettre de tenir compte des améliorations ou des changements d'us et coutumes dans le temps. Encore une fois, vous savez, et l'autre chose que OK. vous avez dit,
on est un peu en échange, mais vous avez dit, plus on paye cher, plus on va avoir de bons architectes. C'est pas tout à fait exact. Un architecte ne coûte pas si cher que ça par rapport à tout l'argent qu'il peut vous faire économiser, par rapport au fait que OK. s'il y a de l'intelligence, si on fait les bons regroupements, on va avoir besoin de beaucoup moins de superficie parce qu'on répond à la fonction de façon beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus optimisée. Et c'est à ça que sert l'architecte. Donc, c'est pas, on ne paye pas plus cher pour un bon architecte. Tous les architectes sont excellents. Vous avez mentionné quelque chose que je trouve super intéressant, le fait que l'édifice ou la création de l'architecte doit être pérenne et doit pouvoir, Oui, si on veut, changer sa vocation. Donc, quelque oui, chose comme l'Institut culturel CRI dans le nord du Québec, dont vous parlez sur votre site web, Nos espaces de vie, oui, oui. cette création qui est extrêmement unique et qui se prête en ce moment très, très bien à une exposition dans un centre culturel amérindien CRI, ça, s'il y en avait la nécessité, l'architecture de cet édifice ferait en sorte qu'il se prêterait également bien à d'autres dessins, à d'autres types à héberger d'autres types Idéalement, de la choses réponse, c'est oui. que simplement. Idéalement, mais OK. ce n'est Mais je pas, regarde c'est l'édifice, pas puis seulement. Oui. Il vous parle comme étant, il est allez-y. tellement, et c'est intéressant, c'est qu'on ne va pas changer la fonction. On veut pas faire de cet édifice-là un hôpital demain matin. C'est sûr que c'est pas ça la fonction. L'idée, c'est est-ce OK. que ce centre culturel CRI va pouvoir évoluer comme centre culturel CRI au fur et à mesure que la nation CRI va, elle, évoluer, parce qu'elle va évoluer et elle va pouvoir continuer à vouloir créer de nouvelles fonctions, etc. C'est ça qu'on parle quand on parle de flexibilité. Je vais vous donner un autre exemple de flexibilité, puis Avant ça, s'il vous plaît, comment est-ce qu'un édifice évolue? ben c'est ça. Vous avez C'est dit là, que on l'édifice va doit tomber. évoluer au même rythme que la nation crie. Comment est-ce que l'édifice lui-même, je vois comment une nation peut évoluer, mais comment est-ce qu'un édifice qui est littéralement coulé dans le béton peut évoluer lui aussi? Voilà, ben c'est justement, il s'agit de savoir où on place le béton. Par exemple, un édifice avec des portées qui sont assez grandes, dans lequel des cloisonnements légers vont être faits pour séparer une fonction à l'autre. Vous évoluez, vous dites, j'ai plus besoin de 3 salles de conférence, mais j'en veux plus qu'une. Si vous avez mis des murs de béton entre chacune parce que vous aviez besoin de faire de la structure, Mhm. ben vous ne pouvez plus le démolir parce que c'est la structure qui va tomber. Mais si vous avez mis des colonnes et que vous avez prévu effectivement qu'un jour ou l'autre, on pourrait complètement changer l'aménagement de ce plancher-là, ben, vous avez une architecture qui est plus flexible. Mais là, on parle à partir d'un gros élément institutionnel. Mais j'aimerais vous rappeler qu'il y a 3 ans, on est tous tombés en pandémie au Québec. Et en pandémie, on a Mhm. pris les gens, toutes les familles, des gens qui étaient bien nantis, d'autres qui ne l'étaient pas du tout, puis on leur a dit, vous restez chez vous pendant les prochaines semaines, puis vous n'avez plus le droit de sortir. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des tout petits logements à 4 puis 5, avec des espaces qui étaient trop exigus pour accepter n'importe quelle autre fonction qui n'avait pas été prévue initialement, qui se retrouvaient obligés de travailler à la maison parce qu'ils travaillaient en télétravail et qui n'avaient pas d'espace même pour déposer leur ordinateur, autrement que dans la salle de lavage quand il y avait une salle de lavage ou surtout autrement qu'à 5 dans la Mhm. cuisine. Alors, ces espaces qui manquent de flexibilité, on en avait parlé beaucoup à l'époque parce qu'il y avait des exemples de discrimination financière parce que les pauvres avaient, ceux qui étaient moins bien nantis étaient vraiment mal pris dans cette crise qu'on a vécue. Et ceux qui avaient des espaces à n'en plus savoir quoi en faire, ben, eux n'ont pas eu la même problématique. Mais eux, avec la flexibilité, et les premiers n'en avaient aucune. Or, cette flexibilité, des fois, il Mhm. s'agit de rajouter 2 pieds dans une pièce, puis vous avez tout à coup une pièce qui peut recevoir une autre fonction et qui ne demande pas beaucoup d'investissement de plus, mais qui permet à tout de Mais réfléchir, de la- passer d'une fonction à l'autre. Vas-y. les fonctions qui peuvent être données les fonctions qui peuvent être données à une pièce en particulier, et c'est pas plus la responsabilité du propriétaire de Oui, l'espace, dans le sens que exact. Merci. dépendamment de si je mets une table, dépendamment si je mets une armoire, dépendamment si je mets des étagères, c'est la fonction de la pièce qui change. Puis la table, la chaise, le divan, ce qu'il y a dans la pièce, ce n'est pas la responsabilité de l'architecte, c'est la responsabilité de la personne qui est propriétaire de cet espace-là et qui l'arrange Génial. selon ses besoins, non? Donc, Je suis totalement d'accord avec vous et c'est pour ça qu'on parle de flexibilité. Là, vous allez comprendre exactement parce que c'est OK, vous qui êtes tombé exactement dans l'exemple. Vous avez un espace qui est good. flexible quand il vous permet de mettre une table, un lit ou une chaise ou une étagère. Euh, Vous avez un espace qui n'est pas flexible quand
vous rentrez dans la pièce, puis s'il y a une seule chose que vous pouvez mettre, c'est un lit collé sur la place, parce que sur le mur, Mhm. puis un accès gros comme ça, une porte de garde-robe de 2 pieds, puis le reste, c'est de la circulation. Cet espace-là n'est pas flexible parce qu'il n'y a pas d'aménagement possible autrement que celui que l'architecte a imposé au départ. Un bon architecte, un bon concepteur, puis j'ai dit l'architecte, mais dans ce cas-ci, vous savez, la plupart des logements ne sont pas Oui. dessinés par des architectes en ça. Les, les- une bonne conception va faire que justement dans une pièce, vous pouvez décider que c'est un lit simple, un lit double, 2 lits simples, des lits superposés, une table de travail, une aire de jeu pour les enfants, une bassinette puis une aire de jeu. Mais tout ça va faire Mhm. que les positions des fenêtres, des portes de ces éléments-là vous donnent des pochettes aménageables dans la pièce. Et ça, c'est ce qu'on appelle Ouais. l'intelligence architecturale, c'est-à-dire que c'est celle qui ne vous oblige pas à une seule fonction, mais celle qui vous permet de prendre cette pièce-ci et de la faire évoluer. Quand je parlais d'une évolution, elle est là. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur pendant des années dans votre pièce, vous ne travaillez pas chez vous, mais le lendemain, vous avez besoin de rajouter une table puis une chaise pour pouvoir travailler autrement que sur votre lit parce que vous êtes pris chez vous. Alors, cette Mhm. flexibilité-là, elle demande une intelligence architecturale. Et elle est, je le redis, ça, ce n'est pas une question de gros sous, c'est une question, c'est à la portée d'à peu près tout le monde, tant est qu'on le veuille. Mhm. Vous avez cette flexibilité. Est-ce qu'elle est d'une certaine façon en lien avec ce que vous avez mentionné au tout début de l'entrevue, qu'il y a certains espaces, lorsqu'on passe 95% de notre temps dedans, Oui, qui se sentent comme une prison. Et j'imagine que donc plus un espace est flexible, moins on va se sentir emprisonné dedans, ou est-ce que ça n'a aucun rapport? absolument. Non, ça a tous les rapports. Exactement, vous êtes en plein dedans. C'est-à-dire que j'aimerais ça vous faire un exercice. Là. Je vois que vous êtes probablement chez vous, ou du moins que vous Allons-y. avez un très, très beau bureau. Je C'est ne pas le sais pas où bureau. vous êtes. Ah, OK, bon. Alors, mais quand vous fermez les yeux, puis que vous les réouvrez, Mhm. ce que vous voyez devant vous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est un espace qui a de la luminosité? Là, aujourd'hui, on n'est peut-être pas dans la bonne journée pour parler de luminosité. Je ne sais pas si la tornade est passée chez vous, mais là, elle est en plein chez nous. C'est assez impressionnant. Ah, Mais il y a si 15 vous minutes. avez... Ouais, ouais, ouais. Ah oui, OK. Mais quand vous fermez les yeux et que vous les réouvrez, ce que vous avez devant vous, s'il est signifiant, s'il vous parle, s'il vous dit j'ai envie de vivre ici, comme vous avez dit tantôt, ça va être quelque chose qui va avoir un impact extrêmement positif sur vous. Si quand vous réouvrez les yeux, vous dites mais c'est une prison, c'est une boîte, j'ai le mur à 2 pieds de moi, je suis plus capable de vivre ici, vous êtes, vous êtes mal servi par l'architecture et c'est ça qu'il faut absolument corriger. Oui, mais c'est quelque chose d'extrêmement personnel, ce que vous dites, dans le sens où moi, si je me ferme les yeux puis je Oui, m'imagine une pièce qui va m'allumer, qui va m'émerveiller, qui va m'exciter, c'est du bois partout, c'est un mur de briques comme celui qui est derrière vous, tandis que pour quelqu'un d'autre, ça peut être du granit froid avec des planchers de tuiles froides, du blanc partout. Moi, il va y avoir plus de couleurs. Moi, vous avez ce qui raison. m'allume le plus, ça va être quelque chose comme Falling Water de Frank Lloyd Wright, mais pour d'autres personnes, ça va être entièrement le contraire. C'est très, très, très Oui, personnel. Et donc, j'imagine qu'il doit se développer une relation extrêmement tissée serrée entre l'architecte et son client pour pouvoir créer quelque chose comme ça. c'est super intéressant. Vous savez, il y a 2 types d'architecture. Il y a l'architecture qui est destinée, puis les 2 sont importants puis sont, de valeur égale, là. Il y a l'architecture qui est destinée à l'individu, c'est-à-dire, on a une relation quand on dessine une maison privée, Mm. on rencontre les utilisateurs, on a une relation étroite avec eux, on prend l'énoncé de besoin et là, on est capable de savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, comment on pourrait répondre à leurs commandes directement. Ça, c'est sûr que c'est un peu plus, c'est moins courant et c'est un peu plus traditionnel comme rôle avec l'architecte. On pense que cette Mhm. relation-là, vous allez voir votre architecte, vous lui dites, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est ceci. L'architecte travaille sur la chose, il revient vous la présenter. Il y a des échanges constants entre les utilisateurs. Puis là, à ce moment-là, si vous voulez Falling Water et que vous avez les moyens de vous le permettre, ben, vous allez avoir quelque chose qui Ouais, pas ressemble à grand Falling monde, là. Water. Mais il n'y a pas grand monde pour ça, effectivement. Mais dans les maisons privées, c'est quelque chose qui se fait très facilement. Puis ça ne coûte pas nécessairement le coût de Falling Water, encore une fois. Hein. Il y a des maisons, des tout petits bijoux d'architecture. Puis ça, on essaie de le démontrer dans la campagne aussi. On a de tout petits bijoux Mhm. d'architecture qui sont pas très, qui n'ont pas coûté cher, mais qui sont vraiment des Falling Water à leur échelle.
L'autre façon, l'autre facette de l'architecture, et excusez-moi pour le bruit, mais je suis dans votre 15 minutes plus tard, là, c'est la tornade. L'autre façon de créer l'architecture, c'est celle où on n'a pas un contact direct avec l'utilisateur. Le multilogement, par exemple, quand vous faites des HLM ou des Mhm, condos ou des éléments comme ça, vous n'allez pas avoir un contact direct avec celui qui va habiter votre maison. Mais là, ça demande à l'architecte de l'empathie. Ça demande à l'architecte de se dire, de se mettre dans la peau de l'autre. L'autre, il ne peut pas l'avoir dans la face, mais maintenant, il peut dire, OK, moi, je travaille avec mon utilisateur potentiel, c'est une famille de 3 enfants. Comment ils vont vivre dans cette famille, dans cet appartement-là? Quand les enfants vont se chamailler, où est-ce que je vais pouvoir installer telle activité? Où est-ce que je peux leur mhm, apprendre des éléments? Où est-ce qu'on peut jouer ensemble? Toutes ces questions-là, vous n'avez pas l'individu devant vous pour vous dire, j'ai besoin de ça, mais l'architecte est là pour créer son programme et créer des espaces qui vont lui permettre de répondre au plus de besoins possibles. Et c'est là qu'on revient à cette notion de flexibilité. C'est-à-dire que si vous vous êtes dit, le même espace doit être conçu pour recevoir plusieurs fonctions parce que chaque famille vivra dans cet espace-là différemment, bien à ce moment-là, vous mhm. créez des espaces qui sont fonctionnels pour plusieurs types de familles qui ont plusieurs désirs. Bien sûr, ils n'auront pas toutes des falling waters s'ils veulent des falling waters, mais au moins, ils vont avoir des espaces qui sont capables d'aménager en fonction de leur propre goût et leurs propres Mhm. désirs et besoins. Vous avez mentionné quelque chose que j'ai trouvé intéressant, l'énoncé de besoin. Donc, lorsque vous Oui, faites affaire avec un client pour une maison, c'est l'énoncé de besoin de cette personne-là. Lorsque vous créez un HLM, c'est l'énoncé de besoin de multiples familles que vous devez oui, envisager. Mais j'imagine que ça doit mhm, aller plus loin que ça. Disons que vous créez une place publique. C'est l'énoncé de oui, besoin d'une collectivité entière que vous devez prendre en oui, considération. Puis, est-ce que ça, c'est, le mot, c'est pas décourageant, mais est-ce que c'est l'envergure de cet énoncé de besoin d'une communauté? Est-ce que c'est stressant de devoir considérer toutes les différentes choses qui vont tellement affecter pas. cet énoncé? Parce que vous créez une place publique, c'est une collectivité qui va Oui, l'occuper. Vous oui, créez un centre commercial, oui. c'est une collectivité qui va l'occuper. Donc, c'est à plus grande échelle encore. Oui, mais c'est super intéressant parce que c'est la plus belle partie de la job. C'est de questionner tout ce dialogue avec l'utilisateur. Puis des fois, il y a pas, comme je l'ai Mhm. dit tantôt, des fois, on n'a pas le contact direct avec l'utilisateur, mais il y a un représentant ou il y a un promoteur ou il y a quelqu'un qui a un besoin, là. C'est tout cet échange-là qui est la première partie de l'architecture, puis qui est un des morceaux les plus intéressants parce que la question du pourquoi, un architecte, c'est toujours un peu un enfant, hein. Il revient toujours avec la question du pourquoi, comment, on a toujours des OK. questions. Et au début, c'est ces échanges-là qui vont nous permettre de bien comprendre le besoin, de bien comprendre quelles sont les meilleures possibilités pour répondre à ce besoin-là. Et après ça, oui, on va retourner chez nous, on va dessiner, on va travailler. Puis après ça, le nouvel échange, c'est parler avec le client, parler avec l'utilisateur, puis lui dire, voici comment tu pourrais faire. Puis là, l'utilisateur va dire, ah oui, mais non, non, oui, ah oui, oui, oui. Puis les échanges vont faire que vous allez retourner travailler parce qu'il y a des éléments que vous avez compris qu'il n'était pas tout à fait parfait, il répondait pas, contrairement à ce que vous aviez pu penser, il n'était pas exactement optimal pour la réponse au client. Le client va intervenir, hein, puis il va vous donner enrichir votre concept. Mhm. Puis là, vous allez travailler avec lui en fonction de ses intentions, de ses désirs, etc. C'est ces échanges-là qui sont les plus beaux en architecture. Et on est là pour ça. Hein. Encore une fois, ce n'est pas une question de moyens financiers, c'est une question de désir. Si un client n'a pas beaucoup d'argent, mais qui a des vues extraordinaires, puis qui a une ouverture fantastique, c'est un client qui vaut de l'or. C'est un peu ça qu'on doit comprendre. Et c'est pour ça que les architectes sont si intéressés à parler au monde. C'est parce que de l'or, il y en a partout. Pas parce qu'on veut se l'approprier, mais parce qu'on aime ce Ouais, contact-là. ouais. L'une de mes idoles, c'est Harold Bloom, qui a été c'est l'un des plus grands critiques littéraires des 150 dernières années. Il a enseigné à Yale pendant 60 ans. Et lui, une des choses qu'il disait, qu'il répétait souvent, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est utile, c'est important d'écrire quelque chose de beau juste pour que ça soit beau. Il ne faut pas nécessairement qu'il y ait un message derrière. Est-ce que le rêve d'un C'est vrai. architecte, c'est de se faire dire, créer quelque chose de beau juste pour la beauté? Mettons de côté la fonctionnalité pour un instant et créons quelque chose
de tout simplement beau juste parce qu'on le peut et parce que ça va être beau et qu'on va pouvoir l'admirer. C'est-tu votre rêve? En fait, j'ai envie de vous dire que ça devient la fonction. Tu sais, ça devient le besoin. C'est la OK. commande du client qui est prépondérante. C'est tel que, Ah, OK. OK. c'est ça à quoi on doit répondre. Si le client dit, moi, ce que je veux, c'est quelque chose, je me fous de la fonctionnalité, donne-moi quelque chose de beau. La réponse est oui, je peux répondre à Mhm. ça. Puis ça me tente d'y répondre. Money is no object, donne-moi quelque chose de beau, etc. Oui, mais c'est pas, la raison d'être d'un architecte, c'est de répondre à la commande. Si la commande, c'est fais-moi quelque chose de beau, seulement c'est la seule commande que je te donne, mais je veux que ce soit beau, vous allez voir, vous allez en avoir des choses belles. Mais très souvent, la commande, c'est fais-moi quelque chose de fonctionnel qui vaut tant, puis je veux que ce soit beau. Et ça aussi, c'est excitant. Puis c'est drôle, hein, mais quand il y a beaucoup de contraintes, les architectes du Québec ont une forme de capacité assez phénoménal à répondre au nombre de contraintes qu'on leur donne, puis à toujours s'exciter pour OK. essayer de trouver la bonne solution. Et ça fait partie de du plaisir qu'on a à travailler, c'est répondre à ces Mhm. contraintes-là. Et si ce n'est que la beauté, la contrainte, ben oui, bien sûr, on va pas bouder notre plaisir. Quel était, selon vous, l'énoncé de besoin de la Sagrada Familia? Est-ce que c'était créer quelque chose de bizarre, beau et qui ne sera jamais fini en même temps? Dans son cas, il y avait une fonctionnalité quand même, hein. On répond à un programme qui est un programme liturgique et où Mhm. l'élévation de Un lieu de l'âme culte. Mhm. ben oui, c'est un lieu de culte et on doit élever l'âme. Puis effectivement, quand vous levez, là, je vois que vous adorez Gaudi, mais vous levez les yeux, l'âme est élevée, puis on a presque envie de devenir un ange pour monter dans la cathédrale. Mais je pense que là, effectivement, puisqu'on parle de ça, c'est totalement réussi. Mais il avait aussi besoin de créer un point de rassemblement. Ça, je pense que c'est assez réussi. Il avait besoin de créer un symbole. On pense que c'est assez réussi. Il avait besoin de créer une œuvre pérenne. On pense que c'est plutôt réussi. En tout cas, juste le temps de la construire, ça Ouais. donne une forme de pérennité. Quel- Mais oui. si, quels sont les éléments d'un espace qui vont faire en sorte que cet espace est en mesure de créer un sentiment d'émerveillement chez une personne? Qu'est-ce qui, selon vous, fait en sorte que quand je rentre dans un édifice ou dans un immeuble, peu importe sa fonctionnalité, mais que l'espace fait Oui. en sorte que je suis émerveillé. Puis ce qui me vient en tête, c'est vraiment les vieilles églises en Angleterre, les Canterbury, il y a quelque chose dans ces endroits-là. C'est peut-être l'histoire de l'endroit aussi qui fait en sorte qu'on est un peu in awe ou émerveillé par ça, mais architecturellement, je ne sais pas si c'est un mot, mais de façon architecturale, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est émerveillé par un espace? Architecturalement parlant, Merci, l'émerveillement merci. va venir, oui, je vous en prie, l'émerveillement va venir de plusieurs facteurs. Le premier, c'est probablement l'aspect inusité de la chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose Okay. est unique, on est étonné, on est souvent déstabilisé, puis on a envie de Mm. comprendre. Et si cette chose-là vous stimule dès le départ, là, un stimuli de cette nature-là, vous allez vouloir comprendre, puis là, vous allez apprendre comment les choses ont été faites. La lumière est extrêmement importante, le jeu de lumière, la manière Mhm. dont on l'exploite, ça c'est fondamental. Puis, tu sais, les exemples que vous donnez, cathédrale, etc., c'est niaiseux, là, mais des jeux de lumière dans un logement bien conçu, ça existe. Des positions d'éléments tu sais, juste positionner une fenêtre pour qu'elle regarde quelque chose de beau au lieu d'un mur de briques parce que vous avez placé la fenêtre Mhm. 2 pieds à mauvaise place, c'est fondamental. Puis ça vous permet, vous êtes assis à votre bureau, vous levez les yeux, vous êtes en train de penser, puis vous avez du travail, mais là, vous regardez dehors, puis il y a quelque chose de beau, une lumière, quelque chose qui se passe devant vous. Ben, c'est parce que la fenêtre est bien placée. Si la fenêtre est placée là, puis que là, c'est le mur de briques, ben, vous regardez dans la fenêtre, puis vous voyez de la brique. Ça ne vous tente pas. Moi, je l'ai derrière, ma brique, mais devant moi, j'ai des fenêtres là, qui me montrent un orage assez Mhm. extraordinaire. Puis c'est beau, c'est intéressant. Je me plains pas du tout de ce que je vois, puis je suis capable de rêvasser juste à regarder ce qui est devant moi. Je pense que le rêve aussi, puis vous en avez parlé, à partir du moment où un lieu vous ouvre sur autre chose,
soit parce qu'il vous permet de regarder ailleurs, soit parce qu'il vous inspire autre chose que ce que vous êtes vous-même, là. C'est un lieu qui vous ouvre à autre chose, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez parlé de Gaudi, c'est sûr, mais il y a beaucoup d'exemples en architecture. Mhm. D'ailleurs, on peut parler des églises québécoises, puisque je ne sais pas si vous connaissez bien les églises blanches du Saguenay. On a eu pendant des années une production architecturale qui était enviée de par le monde parce qu'on avait une stimulation qui était extraordinaire pendant les années 60 au niveau architectural, qu'on va essayer de ramener maintenant. C'est un peu ça qu'on ramène, on veut ramener les gens à ce pari de la qualité puis du stimuli architectural pour que notre société reprenne goût à construire puis qu'elle prenne goût à bien construire, puis à rendre beau ce que l'on fait, pour que quand on le regarde, on soit émerveillé, stimulé, puis content. Monsieur Corriveau, c'était tellement intéressant. On a un petit peu dépassé notre temps. C'est pas bien grave, ça en a valu la peine. Donc, on invite tout le monde à aller visiter oaq.com/nos espaces de vie pour vraiment prendre connaissance de l'importance et de la différence que faire affaire avec un architecte de qualité peut avoir dans votre vie. Je vous remercie énormément du temps que vous nous avez accordé. C'était super intéressant. Merci Merci Vincent. beaucoup. Monsieur Pépin, ça m'a fait plaisir. À très bientôt. Bye. À bientôt. Chaque jour, les résidents de Valmorin desservis par le réseau d'aqueduc municipal bénéficient d'un approvisionnement abondant en eau potable. Cette ressource naturelle est très précieuse. Malgré l'impression d'abondance, elle peut être limitée et surtout, il y a un coût associé à la production d'eau potable. Il faut donc la protéger, surtout lors de périodes de canicule, comme lors des dernières semaines. La Ville tient donc à rappeler à ses résidents quelques trucs et astuces. Repérer les fuites d'eau et réparer-les rapidement. Une petite fuite peut entraîner un gaspillage important d'eau au fil du temps. Utiliser des pommeaux de douche à faible débit et limiter le temps de douche. Éviter de faire couler l'eau inutilement lors du lavage de la vaisselle ou du brossage des dents. Collecter l'eau de pluie pour arroser les plantes ou nettoyer vos sols. Utilisez un balai plutôt qu'un tuyau d'arrosage pour nettoyer les extérieurs. Sensibilisez votre entourage, partagez ces astuces avec votre famille, vos amis et vos voisins. En adoptant ces mesures dans votre vie quotidienne, vous pouvez jouer un rôle actif dans l'économie de l'eau potable et contribuer à sa préservation. Grâce au programme Réno-Région de la Société d'habitation du Québec, les ménages à revenus faibles ou modestes de la région pourront encore cette année bénéficier d'une aide financière afin d'effectuer des rénovations pour corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence. Une somme de 580 000 par année est octroyée à la MRC des Laurentides dans le cadre du programme Réno-Région. Le budget est autorisé pour les 2 prochaines années. Cependant, la programmation prendra fin lorsque l'entièreté du budget sera attribuée ou au plus tard le 31 mars 2025. Les besoins sur le territoire sont importants. Par conséquent, les propriétaires désirant déposer une demande d'aide financière sont invités à s'inscrire sans tarder auprès de leur municipalité respective. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale par le ou la propriétaire qui fait la demande d'aide financière. La valeur uniformisée du bâtiment, excluant la valeur du terrain, doit être inférieure à 150 000 pour l'année 2022. Les bénéficiaires se verront rembourser jusqu'à 95 du coût des travaux, sans toutefois dépasser 20 000 ou 25 000 dépendamment du revenu de leur ménage. Les ménages dont les revenus annuels sont inférieurs au montant suivant pourront bénéficier du taux de remboursement de 95 Pour une personne seule ou un couple, le salaire est de 33 500 Pour 2 ou 3 personnes, sauf pour un couple, il est de 37 000 Pour 4 ou 5 personnes, il est de 46 500 Pour 6 personnes et plus, il est de 58 000 Les ménages avec des revenus annuels dépassant ces seuils auront tout de même droit à l'aide du programme. Cependant, le pourcentage de contribution sera diminué et ajusté selon leurs revenus. Le revenu ne peut pas dépasser les montants indiqués précédemment par plus de 12 000 Les travaux doivent coûter au moins 3 500 et être réalisés dans le but de corriger une ou plusieurs défectuosités majeures, telles que les murs extérieurs, les ouvertures, les saillies, la toiture, la structure, l'électricité, la plomberie, le chauffage ou l'isolation thermique. Ils doivent être effectués par un entrepreneur qui possède une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec et doivent être terminés dans les 6 mois suivant la date où ils ont été autorisés. L'aide financière est versée une fois les travaux terminés. Les propriétaires doivent absolument communiquer avec leur municipalité pour procéder à leur inscription au programme et ce avant de commencer les travaux.
Pour tous les détails concernant le programme, rendez-vous sur le site web mrclaurentide.qc.ca/aide à la rénovation. En sol québécois, c'est près de 62 millions de dollars sur 3 ans qui seront investis dans le programme Réno Région. Jusqu'ici, cette aide financière a permis d'aider de nombreux propriétaires occupants à revenus faibles ou modestes vivant en milieu rural à corriger des défectuosités majeures sur leur résidence. La Ville de Mont-Laurier désire informer les citoyens que des travaux majeurs de réfection des infrastructures du réseau d'aqueducs, d'égouts sanitaires et pluviales, de trottoirs et d'asphaltage de la chaussée ont commencé sur la rue des Carrières. La durée prévue de ces travaux est de 8 semaines et représente un investissement de près de 750 000 $. Pendant la durée des travaux, des itinéraires alternatifs aux automobilistes seront proposés afin de contourner la zone du chantier et assurer la fluidité de la circulation. La Ville compte sur la précieuse collaboration des citoyens afin de respecter la signalisation en place à proximité du chantier. Rappelons que ces travaux sont effectués, entre autres, grâce au programme d'aide financière de la taxe sur l'essence du Canada et Québec. La Ville de Mont-Laurier est heureuse d'annoncer le début de la période d'inscription pour les activités du hockey mineur et du club de patinage artistique depuis le 28 juin. Les inscriptions sont disponibles par le biais de la plateforme en ligne Amelia au villemonlaurier.qc.ca. La période d'inscription des catégories M11 jusqu'à M18 du hockey mineur se déroulera toutefois jusqu'au 15 août. Concernant les inscriptions des catégories M7 et M6, celles-ci se poursuivront jusqu'au 1er novembre. Quant aux activités du club de patinage artistique, il est possible de s'inscrire et ce jusqu'au 3 septembre. Les activités du club de patinage artistique et du hockey mineur débuteront en septembre prochain. Les parents sont invités à inscrire leur enfant par le biais de la plateforme d'inscription Amelia sur le site web de la Ville au www.villemonlaurier.qc.ca. Dans l'onglet Loisirs et culture et en cliquant sur Inscription aux activités sportives. Concernant les activités du hockey mineur, une fois l'inscription complétée, un lien numérique sera présent sur la facture de chaque participant qui leur permettra de remplir le formulaire adéquat sur le site de Hockey Canada afin d'y être officiellement membre. Il est important de remplir les deux formulaires, celui d'Amelia et celui de Hockey Canada, afin d'assurer la participation de l'enfant à l'activité. Les inscriptions pour le club de patinage artistique se dérouleront également en ligne par le biais de la plateforme Amelia. Si les parents désirent inscrire leur enfant au patinage synchronisé, la Ville vous invite à contacter Yaori Terrien, technicien en loisirs, par courriel au yterrien@villemonlaurier.qc.ca ou par téléphone au 819-623-1221 au poste 730. En raison des conditions météorologiques et d'une hausse de la consommation d'eau potable découlant de l'arrosage des pelouses, la Ville de Mont-Laurier a émis un avis d'interdiction d'arrosage jusqu'à nouvel ordre. Il est donc interdit d'arroser une pelouse en utilisant un système automatique ou manuel, incluant les systèmes souterrains. Cette restriction exclut toutefois l'arrosage manuel des plates-bandes et des jardins. Il est par ailleurs à noter que cet avis ne s'applique pas aux commerces tels que les pépinières. La Ville de Mont-Laurier tient également à souligner que cet avis ne compromet en aucun cas la qualité et le débit de l'eau distribuée à la population par le réseau d'aqueducs. La Ville de Mont-Laurier informera ses citoyens quant à l'évolution de la situation. Revenez-nous après la pause. La Ville de Mont-Laurier est heureuse d'inviter les citoyens à une toute première édition de festivités interculturelles à Mont-Laurier le samedi 22 juillet prochain au parc Toussaint-la-Chapelle. Le maire Daniel Bourdon affirme que cette première édition a pour objectif de rassembler les citoyens dans un contexte où la ville s'enrichit d'une plus grande diversité culturelle et qu'elle permettra aux familles et aux adultes de célébrer en partageant des passions communes liées à la musique, à la danse, aux mets et aux rassemblements festifs. Dès 15 heures, une foule d'activités gratuites pour l'ensemble des citoyens seront au rendez-vous. Les participants auront la chance de s'initier à des ateliers de percussion, de danse salsa offertes par Go Salsa et de main de cire. De plus, dès 18 heures, le Fenton Latino Band offrira une prestation dans le parc Toussaint-la-Chapelle, suivi du DJ reconnu originaire du Honduras, Crucito, de 19h30 à 21h. En plus de l'invitation lancée à l'ensemble des citoyens par la Ville, le Centre d'emploi agricole de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles Outaouais-Laurentides et Agri-Carrière, avec le soutien financier d'Immigrants Québec et du gouvernement du Canada,
accueilleront sur le site les travailleurs étrangers temporaires qui œuvrent pour des entreprises agricoles de la région. Ce sera l'occasion de reconnaître leur contribution essentielle envers l'agriculture. Lors de la séance du 23 mars dernier, le conseil de la MRC d'Antoine Labelle octroie un contrat à Excavation Boldex pour la réalisation des travaux d'intégration de l'œuvre Septentrion de l'artiste de la région, M. Clément Desrosiers, décédé en mai 2021 sur le site de la gare de Mont-Laurier. Alors que la MRC a fait l'acquisition de l'œuvre de M. Desrosiers en novembre 2020, dans le cadre des ententes de développement culturel de la ville de Mont-Laurier et de la MRC, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, la firme Tram Architecture plus Paysage a d'abord été mandatée pour réaliser les plans d'intégration du Septentrion afin de s'assurer de sa mise en valeur sur le site de l'ancienne gare ferroviaire de Mont-Laurier. C'est ensuite l'entreprise Excavation Boldex qui s'est vue confier les travaux d'aménagement, soit la préparation du site et de la fondation, le revêtement du sol, l'installation de l'œuvre et l'aménagement paysager. Ces travaux permettent l'implantation et la mise en valeur de l'œuvre, rappelant le Petit Train du Nord, installé pour représenter son dernier voyage sur le site de la gare de Mont-Laurier comme souhaité par l'artiste. De plus, l'intégration du Septentrion permet aussi de garder le site animé et attirant pour les milliers de personnes fréquentant le Petit Train du Nord et la population locale. Ayant été créé à partir d'une épinette ayant l'âge exact du Curie Labelle, grand instigateur du Petit Train du Nord, la présence de l'œuvre rappellera à tous l'importance que le train a eue dans le développement du territoire. De l'aménagement paysager est également intégré autour du Septentrion de Clément Desrosiers et un panneau d'interprétation est installé afin de rendre hommage à l'artiste, offrir un lieu de recueillement et de contemplation de l'œuvre avec des places assises. Jeunes et moins jeunes pourront apprécier tout le talent du défunt artiste sur un lieu hautement significatif pour la région. Décédé en mai 2021, Clément Desrosiers est un artiste reconnu pour ses nombreuses œuvres ainsi que pour le développement de sa technique de verre fusion, élément caractéristique de sa démarche artistique. M. Desrosiers fut également bien connu comme enseignant, métier qu'il a exercé pendant 30 ans à l'école polyvalente Saint-Joseph de Mont-Laurier. Le public pouvait découvrir son univers artistique en visitant son centre d'art, le Pays de Windigo, situé dans la municipalité de Fermeneuve, qui proposait une visite en 3 étapes. Malgré la fermeture en urgence du bâtiment de la gare de Mont-Laurier en août dernier, la MRC tient à rassurer la population que les efforts se poursuivent concernant le dossier de la gare. Les élus et le comité de travail souhaitent arrimer les prochaines décisions avec les enlignements initiaux, soit de rendre le lieu attractif, accessible et accueillant pour la population et les usagers quotidiens du Petit Train du Nord, en plus de réfléchir à un projet concerté ayant pour objectif de mettre en valeur ce lieu symbolique, augmenter l'affluence touristique et renforcer le dynamisme communautaire de l'endroit. L'intégration de l'œuvre d'art contribue assurément à la mise en valeur de ce lieu historique. D'ailleurs, la zone d'implantation, suffisamment éloignée de l'infrastructure de la gare, permettra de protéger l'intégrité de l'œuvre lors d'éventuels travaux de l'édifice. La boîte à surprises donnera le ton à l'espace public à nouveau cette année, avec comme toujours une programmation festive, surprenante et colorée. Les samedis 8, 15 et 22 juillet, 19 et 26 août et le 9 septembre, réservez vos soirées car dès 20h, la boîte à surprises déballera découvertes musicales et artistes de la scène québécoise parmi les plus en vue. Restez aux aguets, le désormais célèbre cube jaune pourrait avoir changé de couleur. Pour le premier spectacle de la boîte à surprise, le 8 juillet, l'auteur-compositeur-interprète acadien Le Petit Béliveau surprendra le public avec son style folk country et sa désinvolture musicale. Récipiendaire du Félix Disque de l'année au Gala de la Disque en 2020, l'artiste de la Nouvelle-Écosse est suivi par ses admirateurs via les plateformes de diffusion en direct où il façonne des beats alliant naturellement le rustique et l'électronique. Considéré comme un virtuose du fingerstyle, Dan Livingstone sera à Mont-Tremblant le 15 juillet où il revisitera le blues avec un savant mélange de ragtime, de swing et de folk traditionnel. Dan ne laissera personne indifférent avec sa voix riche et puissante, ainsi que son jeu de guitare subtil et totalement maîtrisé. Le 22 juillet, Ramon Chicharron fera danser le public sur un mélange de sons électro-tropicaux, de guitares inspirées de la champeta colombienne et des rythmes latins et caribéens. Le spectacle est tiré de son deuxième album, Destello d'Estrellas, inspiré de l'amour, du désir de s'abandonner au destin et de la connexion avec la nature. Les 3 jeunes acadiennes qui composent le groupe Hey Babies seront sur la scène de la boîte à surprise le 19 août avec leur musique indie folk et country.
Sacrée gagnante des Francouvertes en 2013, de même qu'autrice-compositrice francophone de l'année au Canadian Folk Music Awards en 2014, ce trio manipule voix, guitare, contrebasse et batterie avec brio, authenticité et avec un brin d'humour. Les rythmes brésiliens du groupe Bomburuba, fusion des groupes Bombolese et Zuruba, envahiront l'espace public le 26 août. Originaires des quatre coins du monde, les musiciens de Bombolese interprètent des chansons en français, en portugais et en espagnol, alors que Zurudu est un ensemble de percussions afro-brésiliens. Ensemble, ils proposent une fiesta tropicale alliant danse, costumes colorés et du gros plaisir qui fera vibrer le centre-ville. La saison se termine en beauté le 9 septembre avec les Tireux de Roche, un groupe bien ancré dans le terroir québécois qui fusionne habilement la musique traditionnelle, le folk et la musique du monde. Multi-instrumentistes, les 5 compagnons adressent une véritable ode musicale à la Mauricie. Leur spectacle correspond en tout point à l'idée que l'on se fait d'une vibrante célébration où ils partagent une symbiose puissante avec la foule. La ville de Mont-Tremblant présente l'exposition Drôle d'oiseaux de l'artiste Cédric Loth jusqu'au 13 août prochain à la salle Alphonse Desjardins située à l'Hôtel de Ville. Cédric Loth, artiste de renom aux multiples facettes, convie le public à découvrir un aspect peu connu de son œuvre. Drôle d'oiseau est une exposition hors du commun qui dévoile avec délicatesse son affection pour la faune et la flore, tout en révélant une fois de plus la grandeur de son talent créatif. Depuis son enfance, l'artiste a développé une connexion profonde avec la nature. Sa curiosité l'a conduit à observer les oiseaux, les arbres et les plantes, constituant ainsi son herbier précieux. Au fil du temps et en parallèle de ses activités professionnelles, il crée une série d'œuvres organiques en utilisant des matériaux tels que la glaise, les herbes et les plantes. L'exposition Drôle d'oiseaux célèbre cette fusion entre la créativité de Cédric Loth et la splendeur de la biodiversité. Ses œuvres captivent et donnent vie à des créatures en mouvement dotées de personnalité. Chaque tableau témoigne de son talent, de sa maîtrise des détails et de son imagination débordante. Le parcours professionnel de Cédric Loth est marqué par une riche histoire artistique. De ses débuts en tant que caricaturiste au journal Le Devoir dans les années 1970, jusqu'à sa collaboration avec le quotidien Le Soleil, celui-ci a su se faire remarquer. Dans les années 80, il s'est tourné vers la bande dessinée, collaborant notamment avec le magazine Métal Hurlant en Europe. Son album Atlantic City, publié en 1981 au Québec puis en France aux éditions Les Humanoïdes Associés, a été un moment clé de sa carrière et lui a valu une reconnaissance internationale. Il est aussi le créateur de la sculpture de bronze La Leçon, qu'on peut voir depuis 2012 à Montréal, au coin des rues Sherbrooke et McGill College. Elle serait l'une des sculptures urbaines les plus photographiées de Montréal. Ne manquez donc pas cette occasion de plonger dans l'univers poétique, humoristique et organique de Cédric Loth. L'exposition est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 9h à 16h. Revenez-nous après la pause. Le CI3S de Laurentides a annoncé une 3e saison pour son projet innovant, le Jardin thérapeutique du programme Déficience Langage, situé au Centre de réadaptation en déficience physique de la rue Boyer à Saint-Jérôme. Ce projet, créé par Mme Catherine Deslandes-Lyon, orthophoniste passionnée du jardinage, vise à soutenir l'épanouissement des enfants et de leurs familles grâce à des interventions créatives et efficaces. Au cours des saisons précédentes, le jardin a accueilli diverses interventions en orthophonie, ergothérapie, éducation spécialisée et travail social, permettant de travailler sur la communication, la motricité fine, les compétences éducatives et émotionnelles et bien plus encore. Le jardin a également servi de renforçateur, de lieu de transition ou de pause lors d'évaluations menées en audiologie et en neuropsychologie. Grâce à son environnement naturel, le jardin thérapeutique a favorisé une meilleure alliance thérapeutique entre les intervenants, les enfants, les parents et la fratrie dans toutes les disciplines. Ce projet florissant se poursuit cette année encore pour le plus grand plaisir des petits et des grands. La 1000e chirurgie bariatrique vient d'être pratiquée à l'hôpital de Saint-Jérôme au bénéfice d'autant de personnes qui souhaitaient améliorer leur santé globale. Ce chiffre témoigne de l'engagement continu envers la santé et le bien-être des patients, ainsi que de l'excellence de l'équipe médicale et du soutien multidisciplinaire offert.
La chirurgie bariatrique est une procédure médicale spécialisée destinée aux personnes souffrant d'obésité sévère. Elle vise à réduire le poids corporel en modifiant le système digestif afin d'aider les patients à perdre du poids de manière durable et à améliorer leur santé globale. Chaque procédure chirurgicale a été effectuée avec le plus grand soin et la plus grande expertise dans le but d'améliorer la santé, la qualité de vie et l'espérance de vie des patients. L'une des clés du succès réside dans l'équipe multidisciplinaire exceptionnelle, composée de chirurgiens, de nutritionnistes, de psychologues et d'infirmières cliniciennes. Parmi les 1000 interventions réalisées depuis 2017, l'équipe de chirurgie a utilisé 969 fois la procédure de gastrectomie pariétale, qui se pratique par de petites incisions pour y introduire des instruments et réduire le volume de l'estomac. La possibilité de faire certaines interventions en chirurgie d'un jour a facilité l'accès à cette procédure, malgré les contraintes sanitaires imposées en contexte de pandémie de COVID-19. Entre le 27 et le 28 juin, 4 abribus de bus Mont-Tremblant ont été vandalisés, vraisemblablement pendant la nuit ou tôt le matin. En tout, 11 cloisons de verre trempées ont été fracassées. Le montant des dommages s'élève à plusieurs milliers de dollars. Les abribus vandalisés sont situés à l'arrêt 338 sur la rue Saint-Jovite, à l'arrêt 359 sur les rues Labelle et Coupal, à l'arrêt 373 sur les rues Labelle et Piché, à l'arrêt 416 sur la rue Labelle et la montée Ryan. La ville de Mont-Tremblant demande donc l'aide du public afin de l'aider à identifier les personnes responsables de ces actes de vandalisme. Au courant des dernières semaines, un autre acte de vandalisme est survenu alors qu'une fenêtre de la mezzanine de l'Atrium, située entre le centre sportif et le centre collégial, a également été fracassée. Considérant la hauteur de cette fenêtre donnant sur le boulevard du Docteur Gervais, le bris a vraisemblablement été causé par un objet lancé à partir du niveau du sol. Si vous avez été témoin de ces événements ou avez des informations pouvant permettre d'identifier les responsables, veuillez s'il vous plaît communiquer avec la Sûreté du Québec au 1-800-659-4664 ou par courriel à cic@commercialsureté.qc.ca. La ville de Mont-Tremblant a inauguré l'espace Richelieu, désigné en l'honneur du Club Richelieu, qui offre depuis de nombreuses années des activités culturelles, sociales et sportives aux jeunes de Mont-Tremblant. L'inauguration s'est déroulée en présence du maire de Mont-Tremblant, M. Luc Brisebois, ainsi que de plusieurs dignitaires invités, dont des membres Richelieu et de représentants du Cégep de Saint-Jérôme. Ancré dans un lieu dynamique à vocation sportive et éducative, l'espace Richelieu désigne à présent l'Atrium qui unit le tout nouveau centre collégial de Mont-Tremblant et le centre sportif Mont-Tremblant, inauguré en février dernier. Un mur y est dédié pour souligner l'apport de ceux qui ont présidé le Club Richelieu de 70 à aujourd'hui. La ville a ainsi souhaité souligner l'apport du club auprès des jeunes et plus particulièrement son importante contribution à la concrétisation du projet de centre collégial. La directrice du Cégep de Saint-Jérôme, Mme Nadine Legal, la directrice du Centre collégial de Mont-Tremblant, Mme Catherine Ricard, et M. Joël Bouchard, directeur de la Fondation du Cégep, ont tour à tour rendu hommage à l'engagement exceptionnel et la détermination des Richelieu qui ont grandement contribué à concrétiser la construction du nouveau bâtiment permanent du Centre collégial. Partenaire des premiers instants dans ce projet rassembleur issu de la communauté, le nouveau Centre collégial de Mont-Tremblant attire un nombre croissant de demandes d'admission depuis son ouverture en 2022. Mesdames Legal et Ricard attribuent en grande partie l'attrait exercé à la beauté du bâtiment et à la qualité des espaces modernes qui sont offerts à sa population étudiante. Ce milieu de vie exceptionnel est à l'image de l'impact positif des Richelieu sur l'accessibilité à l'éducation supérieure dans la région. Mont-Tremblant a officiellement dévoilé le 29 juin dernier l'œuvre L'envol du printemps de l'artiste Pavitra Wickramasinghe. Cette œuvre monumentale a été acquise par la Ville dans le cadre de la politique d'intégration des arts à l'architecture du ministère de la Culture et des Communications dans la foulée de la construction du centre sportif Mont-Tremblant. L'événement s'est tenu en présence de l'artiste et de ses proches, du maire M. Luc Brisebois et de la députée Chantal Janotte, ainsi que de plusieurs invités. L'envol du printemps est composé d'une série de paravents rappelant la forme d'une onde réalisée à partir de bois de drave issus des grandes coupes forestières du 19e siècle récupérées au fond des rivières du Témiscamingue. Un motif de graines d'érable sculpté selon la technique du moucharabien tapisse ces paravents qui, transpercés par la lumière du jour, projettent les silhouettes de cette multitude de graines sur les murs et le sol, créant ainsi un papier peint éthéré qui suit la trajectoire du soleil. Déployé dans l'atrium du centre sportif, nouvellement devenu l'espace Richelieu,
L'envol du printemps incarne les valeurs de développement durable et de préservation de l'environnement chères à la ville de Mont-Tremblant, notamment par son rappel du cycle naturel de reproduction des arbres grâce aux éléments que sont l'eau, le soleil et le vent, ainsi que par l'utilisation de bois récupérés, réduisant l'impact environnemental de sa création. L'artiste est multidisciplinaire et s'intéresse à de nouvelles façons de conceptualiser l'image en mouvement ainsi qu'aux conventions visuelles. Son travail explore les notions du voyage, de fluidité des lieux et de la mémoire. Elle utilise la lumière et les ombres comme extension de l'image projetée pour créer des installations où le spectateur est plongé dans un espace cinématographique plutôt que d'être physiquement distancié de l'œuvre. L'artiste effectue présentement une résidence au centre PHI à Montréal où elle présentera en 2023 l'exposition Les contours de l'oubli, qui sera suivie en 2024 d'une exposition solo dans le cadre de la Biennale de Québec. L'une de ses œuvres d'art public est exposée à l'Arena Raymond Bourque à Montréal. L'artiste est née à Colombo, au Sri Lanka. Elle vit et travaille aujourd'hui à Montréal. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.